Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission. La journée mondiale contre le cancer, c'était le 4 février. Il nous a semblé important de nous pencher sur cette question, comment vivre avec un cancer aujourd'hui. Longtemps, la maladie a été incurable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si elle reste la première cause de mortalité en France, avec 384 000 nouveaux cas chaque année et 157 000 décès dans les 5 ans qui suivent le diagnostic. De nombreux chercheurs ont quand même espoir, évidemment, que les progrès de la médecine permettront de pouvoir vaincre le cancer au XXIe siècle. Mais qu'en est-il ? Comment vivre pendant et après la maladie ? Pourquoi cette maladie reste tellement stigmatisante pour ceux qui en souffrent ou qui en ont souffert ? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec mes 4 invités. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Bonsoir Sylvie Lavaux. Vous êtes présidente de l'association Phoenix Attitude qui œuvre sur l'après-cancer pour accompagner les personnes en rémission à un retour à une vie normale. Vous-même, vous avez eu un cancer. Oui, j'ai eu un lymphome en 2016. Merci d'accepter d'être là. Merci aussi à Karen Séjotte de témoigner aussi ce soir. Karen, vous êtes chargée de mission aux ressources humaines chez SNCF Réseau à Limoges et vous êtes aussi passée par l'épreuve du cancer. Vous nous parlerez de tout ça dans cette émission. Merci d'être là. Bonsoir également au docteur Marguerite Munoz. Bonsoir. Vous êtes présidente du comité auviennois de la Ligue contre le cancer. Vous êtes aussi médecin dans un service de rééducation au CHU de Limoges. C'est bien ça. C'est bien ça. Et bonsoir aussi, docteur Georges Chatat. Vous êtes président du Conseil territorial de santé de la Creuse, vous êtes aussi chirurgien orthopédiste et vous êtes vice-président de la Ligue contre le cancer de la Creuse. Merci vraiment à tous les 4 d'être autour de cette table. J'ai envie de me tourner vers nos témoins ce soir. Karen, déjà, pourquoi vous avez accepté de venir témoigner dans cette émission ? J'ai accepté de venir témoigner parce que j'ai envie aussi que les personnes aient un petit moment d'espoir. Voilà. Ça se passe mal pour certains et puis parfois ça se passe un petit peu mieux. Donc voilà, je voulais revenir sur les aspects aussi positifs que peut avoir l'expérience de la maladie. Oui, qui est une épreuve effectivement dont on peut aussi gagner certaines choses effectivement avec cette épreuve. Qu'est-ce que vous avez eu comme cancer ? Un cancer du col de l'utérus en 2009, à l'âge de 27 ans. Là, vous êtes guérie ? Là, je suis guérie. On peut dire officiellement que je suis guérie. Et vous avez retrouvé un emploi ? Oui, alors temporaire, hein, c'est une mission, mais je travaille actuellement. Ouais. Vous nous raconterez tout ça ? Oui. Sylvie, vous aussi, donc vous avez connu l'épreuve du cancer. Vous avez eu donc un lymphome il y a combien de temps ? En 2016. Oui. Donc moi, je suis en rémission depuis 3 ans. Vous avez eu envie, suite à cette épreuve, de créer une association ? Oui, voilà. Moi, j'ai trouvé l'après-cancer difficile et donc j'ai eu envie de réfléchir et de proposer un accompagnement sur Limoges par rapport à toutes les problématiques que l'on rencontre après les traitements et après l'épreuve du cancer. Alors l'accompagnement pendant la maladie et après la maladie, on va vraiment beaucoup en parler dans cette émission. On va tout de suite voir comment un petit robot permet à des enfants hospitalisés à Bordeaux de mieux vivre la maladie avec ce reportage de Patricia Amondon et Camille Béchetti. Regardez. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets. C'est un robot de 5 kg pour 58 cm, bardé de capteurs, connecté à Internet. Nao vient de prendre possession du service d'hémato-cancérologie pédiatrique. Oublier la maladie et retrouver son âme d'enfant, c'est le but de ce concentré de technologie. Ici, les enfants sont souvent confinés dans leur chambre en raison de leur déficit immunitaire. Le robot crée du lien. Il va être porté comme un outil qui permettra des activités pédagogiques, mais avec une approche ludique, bien sûr. Et puis, la possibilité de faire des activités avec plusieurs enfants à peu près du même niveau pour reconstituer, entre guillemets, un peu un esprit classe. Comment tu t'appelles ? La vie d'un enfant est rythmée par l'école. Grâce à Nao, ce repère permet le retour à la vraie vie. Moi, Louane. On peut parler avec lui, on peut lui dire des choses. Et puis, on travaille pas pareil. C'est plus attrayant, ça permet d'augmenter leur motivation qui parfois est très fluctuante et du coup, oui, ça leur remet un pied dans leur scolarité et leur poursuite des apprentissages. Adoptés, les enfants projettent déjà des courses avec le petit robot dans les couloirs de l'hôpital. Il serait fini dernier. Oui, mais avec les petites perfs. Ah oui, mais si tu dis qu'il marche tout doucement, ça doit être facile en fait.
Alors on voit bien l'importance d'un accompagnement, surtout peut-être quand il s'agit d'enfants. C'est encore plus important, Marguerite? Je pense que c'est important à tout âge. Hein. Il faut que la personne qui est touchée par la maladie se sente épaulée pendant la maladie et après la maladie. Justement, à propos des enfants, moi je voulais dire que sur le CHU de Limoges, il y a des initiatives qui sont intéressantes avec des enfants d'oncopédiatrie qui sont envoyés en stage de voile ou en stage d'hiver, en stage de ski. Et la Ligue, par exemple, subventionne ces séjours d'enfants qui ont eu un cancer sur ces vacances, comme tout le monde, on a envie de dire. Oui. Alors effectivement, il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place, mais d'une façon générale, on entend quand même beaucoup les patients qui disent que les médecins soignent comme un garagiste répare une voiture finalement, et qu'il y a peut-être sans doute un manque d'écoute. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Karen? Un manque d'écoute? Ouais. Oui, un petit peu. Moi, j'ai pas eu d'accompagnement particulier. J'ai eu une rupture aussi avec le monde professionnel. Donc vraiment, le seul accompagnement que j'ai eu, en fait, c'est lors de mes traitements. Oui. Par le personnel médical. Vous étiez soigné au CHU de Limoges? Oui, c'est ça. Et du coup, là, si on parle du après les traitements, en fait, je me suis sentie un peu seule et finalement, les rendez-vous sont moins nombreux. Donc, on se sent un petit peu perdu. Un petit peu lâché dans la nature. Exactement. On parlera de l'après-cancer après, justement. Je voudrais vraiment qu'on se concentre d'abord sur, déjà, peut-être le diagnostic. Normalement, effectivement, il semble qu'un accompagnement à ce moment-là devrait être essentiel. Vous, ça a été quoi? Un coup de massue, forcément, quand on vous dit le mot cancer? Comment vous réagissez, Karen? Ça fait peur. Je pense tout de suite à la mort. C'est à ça que ça me renvoie. Ça a été brutal et effectivement, quand on pose le diagnostic, il y a un certain délai avant qu'on sache ce qui va s'en suivre, quels sont les traitements, etc. Donc pour ma part, c'était une période de 15 jours et c'est vrai que c'était très très long parce qu'on a le temps de se demander ce qui va nous arriver, on ne sait pas vers quoi on va et ouais, c'était assez difficile. Donc heureusement, il y a la famille, les amis qui nous accompagnent à ce moment-là. Et là, on pense à ceux qui n'ont pas forcément de personnes autour. Vous, Sylvie, comment ça s'est passé pour vous, l'annonce au diagnostic? Moi, le diagnostic, il a été annoncé par le chirurgien qui avait fait le prélèvement au niveau des ganglions. Donc, ça a été une annonce assez rapide, assez succincte, assez brutale, bien sûr. Et donc, dès le lendemain, j'ai été prise en charge. Et après, moi, la prise en charge a été très rapide, par contre. Prise en charge, c'est-à-dire le traitement a commencé très rapidement dans les jours qui ont suivi. Donc. Est-ce que l'une et l'autre, vous avez été prise en charge par un psychiatre ou un psychologue? Est-ce qu'on vous l'a proposé à un moment? Moi, on me l'a proposé, oui, au niveau du service où j'étais suivie. Par contre, je n'ai pas souhaité avoir un accompagnement par un psychologue, mais on me l'a proposé, par contre, oui. C'est vrai que c'est, docteur Chatta, c'est à chaque fois une sidération quand on nous annonce le mot cancer. Et il n'y a pas forcément de psychologue ou de psychiatre systématiquement proposé aux personnes? Et normalement, depuis le plan cancer, il y a toute une procédure qui est maintenant codifiée d'accompagnement. Donc, en principe, il y a le professionnel de santé, le chirurgien ou quelqu'un d'autre qui fait le diagnostic, l'annonce. Mais il y a une prise en charge immédiate d'une infirmière d'annonce qui va prendre la dimension du cancer dans sa totalité et accompagner en principe les gens atteints de cancer et leur montrer un petit peu ce qu'ils peuvent devenir pendant le traitement et après. Donc, la prise en charge est nettement améliorée ces dernières années et elle continue à s'améliorer. Marguerite Munoz, est-ce que certaines personnes peuvent percevoir de la culpabilité à l'annonce du cancer? Pourquoi? Parce qu'effectivement, on parle des cancers qu'on pourrait éviter, comme liés au tabagisme ou à l'alcoolémie. Je ne sais pas si au moment où on reçoit cette annonce, on pense que c'était évitable ou pas. Ça survient probablement après, mais je crois qu'on n'est pas en état de se projeter sur l'avant et sur ce qui a pu produire le cancer. Mais je voudrais rejoindre Georges Chatta en disant que c'est vrai que les plans cancer, on en est au 3e.
ont beaucoup insisté. Le deuxième n'est pas terminé, mais le troisième est bien entamé et il y a des procédures qui sont très au point. Alors, plus ou moins bien réalisées, parce qu'il faut que les professionnels se forment aussi au dispositif d'annonce. Mais je crois qu'il y a de très bonnes initiatives de simulation, de mise en situation, pour que les personnes qui reçoivent ce choc le reçoivent peut-être de façon un petit peu plus adoucie et qu'on annonce assez vite les possibilités ultérieures. Voilà. Mais ce dont vous parliez des 15 jours d'attente, c'est vrai qu'aujourd'hui, encore, ça reste insupportable. Oui, on imagine bien et on se met à votre place. Qu'est-ce qui, avec un petit peu de recul, effectivement, ça fait 10 ans que vous êtes guéri, qu'est-ce qui vous a permis, est-ce que vous arrivez à savoir ou pas du tout, à vaincre le cancer ? Est-ce que vous pouvez le dire aujourd'hui ou pas ? Ou ça restera toujours mystérieux ? Après, on a nos propres motivations. Moi, je suis maman, donc j'avais mon garçon de 8 ans, donc ça, c'était ma principale motivation. Et puis ensuite, j'ai pris soin de moi, en fait, pendant cette période-là. Donc peut-être que je me négligeais, mais je faisais peut-être moins attention à ma santé auparavant. Et après, j'ai pris soin de moi. Donc j'avais envie de guérir de toute façon. Donc ça, l'envie de guérir, c'est indispensable. Vous l'aviez aussi, cette envie de guérir ? Oui, tout à fait. Oui. Moi, mais comme beaucoup en même temps. J'ai tendance à dire que pendant la maladie, j'ai jamais pensé à mourir. Ouais. J'étais vraiment dans le combat. Et c'est revenu après, la peur de la mort, mais je ne l'ai pas eu pendant le traitement et pendant la maladie. C'est ce que vous entendez aussi l'un et l'autre à la Ligue contre le cancer, Georges Chiatta ? Oui, je veux dire, le cancer est toujours une épreuve personnelle. Et la qualité de l'homme, c'est d'avoir de l'espoir et de continuer à vivre et à vivre le mieux possible aussi. Donc, et les professionnels de santé, leur devoir en général, et parfois c'est vrai, il faut marquer beaucoup d'humanité à côté des gens qui ont des maladies et les aider. Et c'est pour ça qu'on a institutionnalisé le plan cancer pour aider les patients et être le plus près d'eux, humainement parlant, parce qu'effectivement, le médecin qui a beaucoup de travail peut... C'est pas ses priorités, clairement. On a l'impression parfois qu'il néglige un petit peu le patient. Mais c'est vrai, il y a tout autour de lui, tout un dispositif de prise en charge psychologique, une prise en charge réelle. Donc on verra tout à l'heure pour les infirmières de coordination, pour le post-cancer. Donc, c'est très important de se sentir soutenu après une épreuve comme celle-là. Et heureusement qu'il y a notamment les associations et la Ligue contre le cancer, un acteur majeur dans le monde du cancer. Marguerite Munoz, en termes d'accompagnement pendant les traitements, qu'est-ce que propose la Ligue ? Alors, on a un accompagnement qui nous est demandé par les services d'hospitalisation, souvent, pour accompagner le retour à domicile. Alors ceci avec, en coordination avec une nouvelle association qui est de coordination territoriale. C'est une première sur le territoire français, puisqu'elle se dispatche sur la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, où on a des binômes de travailleurs sociaux et d'infirmiers qui organisent aussi en partenariat avec les ligues le retour à domicile dans les meilleures conditions et l'accompagnement social, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer, quand il vous tombe dessus, quand on est sur des familles monoparentales, parfois, c'est un facteur très important de précarisation. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement social indispensable. Et je crois que là, les ligues sont en première ligne avec les travailleurs sociaux des différentes entreprises. Vous proposez aussi ce qu'on appelle les soins de support. Oui, alors les soins de support, ils débutent souvent en milieu d'hospitalisation. C'est quoi les soins de support, alors, déjà, pour ceux qui ne savent pas ? Alors les soins de support, c'est un panier de soins qui a prouvé son efficacité pendant le traitement, après le traitement, même après la guérison, et qui officiellement associe l'accompagnement par un psychologue. Alors le psychologue est présent dès l'hospitalisation, puis ensuite il prend le relais dans les associations et en particulier dans les ligues. Le psychologue, la socio-esthéticienne qui est présente parce que
au moment où on a ces traitements tellement lourds. Où on perd ses cheveux notamment. On perd ses cheveux, on a une dépilation complète, on a une peau qui s'affaiblit. On a besoin aussi d'avoir un nouveau corps et de s'approprier un nouveau corps. Donc la socio-esthétique qui est mise en place dès les services d'hospitalisation et poursuivie par la suite au sein des comités ou d'autres associations est extrêmement important. Vous avez aussi, je sais pas, l'homéopathie, la sophrologie, des médecines un peu alternatives. L'homéopathie, c'est un traitement médical. Moi, je vais parler, les soins d'accompagnement, c'est vraiment psychologue, socio-esthéticienne, sophrologue, activité physique. Le sport est important. Parlons plutôt d'activité physique plutôt que de sport. Si on reprend le sport après la guérison, c'est important. Mais l'activité physique, c'est l'élément majeur qui a fait sa preuve dans la prévention du cancer et dans la prévention des récidives. Moi, j'ai un chiffre intéressant d'ailleurs. Les études ont montré qu'une activité physique pratiquée par la malade permettrait d'améliorer le taux de survie de 30 à 35%. C'est énorme. Alors, sûrement, des études ont montré le rôle de l'activité physique en termes de prévention dans les cancers colorectaux. Et elles ont montré également l'effet sur la récidive dans le cancer du sein, qui est ce cancer tellement fréquent chez la femme. Mais l'activité physique bien encadrée, ne pas faire non plus n'importe quoi. L'escrime aussi est prescrit. Absolument, mais en post-traitement, pas immédiatement après une chirurgie du sein, mais quelques mois après. Ça a montré aussi son efficacité. Il n'y a plus de tabou maintenant sur l'utilisation des bras. Donc je revenais, psychologue, socio-esthéticienne, sophrologue, activité physique, diététique. Oui. Parce que l'alimentation est extrêmement importante. Quand on a des chimiothérapies, on perd le sens du goût. Je crois qu'on n'a plus le même appétit qu'on avait autrefois. Donc, il faut trouver des alternatives en termes d'alimentation. Alors, je me retourne vers vous. Sylvie, est-ce que vous avez bénéficié de ce type de soins de support et d'accompagnement ? Oui, mais moi j'ai eu recours à la Ligue pendant mon traitement, notamment à la socio-esthéticienne et à l'assistante sociale aussi, oui. Ça vous a vraiment apporté quelque chose ? Oui, je pense que c'est une aide importante et notamment, moi j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps et c'est vrai que les soins du visage, les soins que j'ai reçus étaient une aide importante. Et vous, Karen ? Alors non, je n'ai pas bénéficié de tout ça, juste d'une aide de la part de l'assistante sociale, la Ligue contre le cancer aussi. Et comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a un manque d'informations ? Est-ce que vous étiez au courant que tout ça existait ? Oui, quand je suis allée chercher les informations, j'ai découvert ça, mais des fois on a un peu de pudeur ou on n'ose pas. Voilà. Donc vous n'osiez pas finalement taper à la porte des associations de la Ligue contre le cancer. C'est ça. On a l'impression de toute façon que dans ce type d'association ou à la Ligue, il y a plus de femmes peut-être qui bénéficient de ces accompagnements, peut-être qu'il y a plus de pudeur chez les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Chiatta ? Oui, effectivement, on constate que dans les ateliers qu'on organise au niveau de la Ligue, il y a plus de femmes, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a très peu d'hommes qui sont volontaires à vouloir être aidés. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Mais voilà, c'est assez particulier au ressenti du cancer et de la sortie du cancer. Et oui, le comportement masculin est différent. Est-ce que c'est quand même, on a l'impression, plus du ressort des associations, l'accompagnement, peut-être un peu moins de l'hôpital, même si il faut souligner, par exemple, il y a des nouveautés à l'hôpital, au CHU de Limoges. Il y a le centre de thérapie orale qui a été créé, qui est unique en Nouvelle-Aquitaine, dans l'hôpital public. C'est une ligne téléphonique qui permet aux patients d'échanger avec des infirmières qui travaillent bien sûr avec des médecins. Ça, c'est important aussi comme nouveauté. C'est important d'avoir un fil auquel se rattraper quand on est en traitement, et surtout avec ces nouveaux traitements, ces nouvelles thérapies orales, et qu'on a un doute et qu'on est seul chez soi, de pouvoir appeler quelqu'un pour être rassuré et puis se dire que on n'est pas, finalement, on est sorti du cocon de l'hôpital, mais qu'on n'est pas tout seul. C'est extrêmement mais c'est quand même du ressort. Rassurant. C'est quand même plus du ressort aujourd'hui encore des associations qui pallient peut-être un manque. Les associations ne sont pas là pour accompagner sur le plan médical. Elles sont là pour accompagner sur l'après. Mais qu'il y ait
Qu'il y a un lien entre les associations et puis les soignants. Et les soignants, c'est fondamental. Si vous permettez, je pense qu'il est aussi très important d'accompagner l'entourage. Oui. L'entourage, le conjoint, les enfants. Je pense que de plus en plus, nous, on se rend compte sur les comités que les psychologues, il ne faut pas les réserver aux patients, qu'aux malades. Il faut les réserver à la famille qui sont aussi touchés, qui sont aussi, entre guillemets, malades. Est-ce que vous confirmez ça, Karen? Ouais. La place des aidants, c'est pas évident et je pense que... Il faut savoir les accompagner Exactement. aussi. C'est très Sylvie, important de aussi. les accompagner. Sur l'après, nous, on le voit bien. Et sur l'après-cancer aussi. Sur l'après ouais. aussi, on est sollicité par des aidants. Et il y a souvent un décalage entre celui qui a été malade et la famille, l'entourage. L'entourage est pressé que tout revienne comme avant. Et pour celui qui a été malade, plus rien, il y a un avant et un après. Il faut laisser du temps au temps. Il faut beaucoup plus de temps. Ouais. Et il y a parfois une incompréhension et un petit décalage qu'il faut accompagner aussi. Alors tout cet accompagnement-là dont vous venez de nous parler, Marguerite, c'est gratuit à la Ligue? Alors à la Ligue, c'est sur les comités, c'est totalement gratuit. Toutes les séances. Je vous ai dit, nous, on a sur 2019 1500 séances. Aussi bien de psychologues que d'activité physique, que de diététique, que de sophrologue. Donc tout ça, c'est gratuit? C'est gratuit. On ne demande même pas aux personnes d'adhérer à la Ligue. Elles passent la porte et puis voilà, elles sont accueillies avec des sourires par nos salariés. On essaye de tout faire en confidentialité et on essaye de les mettre dans une ambiance chaleureuse pour qu'elles fassent le pas supplémentaire. Voilà, parce que dans cette maladie, je crois qu'il faut aller pas à pas. Chaque jour est important. Alors, on va parler maintenant aussi de tout ce qui est traitement. La France est une mauvaise élève dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, alors qu'un vaccin existe, mais beaucoup de fausses informations circulent à ce sujet. Il faut rappeler que ce cancer tue pourtant 1000 femmes par an. Alors, pour mieux comprendre l'enjeu, François Clapeau et Margot Blanc-L'Oeil ont rencontré une ancienne malade et un professeur en immunologie de Limoges. Regardez ce reportage. C'était total, brutal, effrayant et stupéfiant. À 40 ans, Nadine était une maman sportive à la vie amoureuse stable avec un suivi médical régulier. L'annonce de son cancer du col de l'utérus après une visite de routine a été un choc. J'en avais entendu parler. Autour de moi, il y avait des personnes qui avaient eu un cancer et qui étaient décédées justement. Donc ça m'a fait très très peur. 20 ans plus tard, l'épreuve est passée, restent de mauvais souvenirs, une chirurgie pour retirer l'utérus, puis des traitements douloureux et intrusifs. Et dans la vie quotidienne, pas forcément facile à gérer, donc voilà, y compris pour la vie de couple aussi. Enfin voilà, c'était pas très facile. Nadine a été soignée au CHU de Limoges où sa situation n'est pas exceptionnelle. Il y a en France 3000 cancers du col de l'utérus chaque année et 1000 décès. Ce cancer est causé par le papillomavirus, un virus rencontré par l'ensemble de la population au cours de la vie sexuelle. Le virus, en général, notre défense immunitaire va l'éliminer. Parfois, ce virus peut persister et être à l'origine d'un cancer qu'on appelle le cancer de l'utérus. Il existe un vaccin contre ce virus, mais aujourd'hui, la couverture vaccinale en France est très faible, environ 20%. Michel Cognier, professeur d'immunologie à Limoges, dénonce une peur irrationnelle de la vaccination qui a un véritable impact. Cette conséquence, on la verra réellement dans 10 ans ou 15 ans, au moment où bon nombre de ces cancers induits par l'HPV, comme le cancer du col de l'utérus, mais aussi les cancers du pénis, de la vulve, bon nombre de cancers ORL, parce qu'il y a aussi des cancers de la sphère ORL qui sont induits par le même virus. Donc quand on va voir ces cancers disparaître dans de grands pays développés comme l'Australie, comme le Royaume-Uni, et puis au contraire persister avec une fréquence élevée en France. On sait qu'on pourrait éviter la survenue de ces cancers grâce au vaccin, puisque c'est aujourd'hui l'un des seuls cancers qui est dû essentiellement à un virus. Nadine est désormais grand-mère et sa position est claire. La vaccination, je la préconise pour mes petites filles. Et il faut le faire, enfin, il faut pas hésiter. Si on peut éviter tous ces traitements, parce que ça peut aller très très vite du coup, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En France, la vaccination est aujourd'hui recommandée pour les jeunes filles entre 11 et 14 ans avant les premières relations sexuelles et pour les hommes jusqu'à 26 ans en cas de relations homosexuelles.
En Australie, tous les enfants sont vaccinés directement à l'école. Alors, je me retourne vers vous, Karen, vous qui avez eu un cancer du col de l'utérus, mais c'était il y a 10 ans. Vous ne connaissiez pas ce vaccin. Il n'existait pas d'ailleurs encore à cette époque, ce vaccin. Les docteurs, il commençait, on ne le connaissait pas trop. Ouais. Il commençait à exister et effectivement, il n'était pas aussi défendu qu'aujourd'hui. Si vous aviez pu à l'époque vous faire vacciner, vous l'auriez fait ? Bien sûr que je l'aurais fait. Eh oui. Alors, il existe donc le vaccin contre le papillomavirus, responsable du cancer de l'utérus. Alors d'ailleurs, d'après 2 équipes internationales de chercheurs, avec ce vaccin et avec de la prévention, on pourrait éliminer de la planète le cancer de l'utérus d'ici la fin du siècle et même d'ici 20 ans dans les pays développés. Ça veut tout dire ? Ce serait bien qu'on vaccine un petit peu plus, Dr Chata ? On ne pourra pas malheureusement éliminer complètement parce qu'il y a d'autres virus aussi qui peuvent donner le cancer. Donc, il faut commencer par le dépistage. Et aujourd'hui, le dépistage organisé du col de l'utérus a débuté, il vient de débuter, et il va être généralisé. Et ça va permettre d'organiser ce dépistage. Ce qui est très important, c'est que les femmes puissent être appelées à venir faire des frottis, et ces frottis qui peuvent être faits par des sages-femmes, par des médecins généralistes ou par des gynécologues, et examiner et pour permettre effectivement de dépister ce cancer au début. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Même pour les autres types de cancers, est-ce qu'il y a suffisamment de dépistage ou est-ce que c'est quelque chose, il faut encore se battre pour que les femmes et les hommes se fassent dépister un peu plus régulièrement ? Oui, il y a beaucoup de soucis. On peut discuter beaucoup de dépistage, mais le dépistage organisé aujourd'hui, et je parle pour la Creuse parce que c'est là où les chiffres sont les plus bas sur la Nouvelle-Aquitaine. Sur le dépistage ? Pour le dépistage, que ce soit le cancer du sein ou le col de l'utérus, nous avons effectivement un déficit au niveau de la réponse à ce dépistage. C'est vrai qu'on limite aujourd'hui le dépistage au cancer du sein, au cancer du côlon et au cancer du col de l'utérus. Et beaucoup de gens se posent la question pourquoi on peut pas le faire pour le cancer de la prostate. Il faut savoir qu'il faut que le dépistage ne puisse pas entraîner une comorbidité et une opérabilité plus importante. Il ne faut pas que l'opérabilité puisse générer des complications qui peuvent être plus importantes que le cancer. Donc c'est pour ça que le dépistage du cancer de la prostate n'a pas été généralisé. Oui. Donc il est mis à part. Il faut que les bénéfices soient plus importants que les risques. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est absolument utile dans des populations fragiles comme les nôtres de pousser le dépistage beaucoup plus loin. Il faut savoir que malheureusement c'est un problème aussi social. Donc nous avons une population, 120 000 habitants, mais avec 1/7 de la population de plus de 70 ans, et surtout il y a 40% de la population des gens qui vivent seuls, et quand les gens vivent seuls, ils ont moins de facilité à aller faire des soins. Donc, malgré tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui au niveau pour le dépistage du cancer du sein, on n'a jamais réussi à monter au-dessus des 50%. Mais là, vous touchez vraiment du doigt la fracture territoriale en termes de dépistage. On en reparlera aussi en matière de soins. Est-ce qu'il y a une fracture territoriale aujourd'hui ? Je voudrais qu'on revienne sur quelques chiffres. Déjà, peut-être, Dr Munoz, quels sont les cancers les plus fréquents en France, chez les hommes et chez les femmes aujourd'hui ? Alors, chez les femmes, il y a le sein et le poumon, de plus en plus. Chez les c'est hommes, le cancer du sein dans 32% des cas, oui, chez les femmes. Oui. Et puis chez les hommes, c'est prostate, dans plus de 22%. Ouais. La prostate dans 22% des cas, effectivement. Alors, effectivement, j'ai quelques chiffres aussi intéressants. C'est Axel Kahn qui parlait au micro de RTL il y a quelques jours, qui dit, donc président de la Ligue nationale contre le cancer, un généticien évidemment bien connu. Il disait il y a 750 000 naissances par an et près de 400 000 nouveaux cas de cancer par an. Au moins un enfant sur 2 qui naît aujourd'hui sera touché. Ça, c'est un chiffre clairement qui fait peur.
Alors, je crois qu'il veut alerter. Je crois qu'il veut alerter sur les facteurs de risque, et en particulier les facteurs environnementaux, sur la notion de cancer évitable. Puisque on dit que 4, et c'est la réalité, que 4 cancers sur 10 sont évitables parce que... Là, vous parlez du tabagisme, notamment. Le tabagisme, l'alcool, les facteurs environnementaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Après, Axel Kahn veut mettre l'accent sur la notion de prévention. Et il y aura, alors je l'annonce, en 2021, une réunion des jeunes, les jeunes face au cancer. Donc c'est important par rapport à ce ressenti. Après, oui, je crois que c'est un grand défenseur de la prévention et du dépistage, Axel Kahn. Mais modérons nos effectivement, propos. Il veut alerter. Alors, effectivement, on est partagé entre chiffres inquiétants et puis vraie raison d'espérer aussi. Il dit aussi, Axel Kahn, qu'on guérit 55% des cancers et que l'objectif à la fin de la décennie 2020-2030, c'est qu'on en guérisse les 2/3 et 3/4 dans la décennie prochaine. Donc ça, c'est quand même plutôt, effectivement, un petit peu encourageant. Les cancers touchent aussi quand même des personnes de plus en plus jeunes, Dr Chattah. Et oui, la fréquence des cancers chez les jeunes augmente. On ne comprend pas beaucoup, mais effectivement, le nombre de cancers augmente aussi. Et c'est vrai qu'Axel Kahn, s'il donne ce chiffre, parce qu'il le relève jusqu'à 2050. Mais donc, effectivement, c'est une tendance à avoir plus de jeunes avec des cancers, d'où la lutte qui doit être encore plus importante à tous les niveaux. D'abord, au niveau scientifique, au niveau des différentes méthodes nouvelles qui peuvent aider à faire un diagnostic et à traiter, et puis au niveau de la prévention, surtout au niveau de la prévention, parce que ce soit des causes comportementales, que ce soit... On peut dire quand même qu'un cancer sur 3 est dû au tabac aujourd'hui. Oui, et 40% des cancers sont évitables, je veux dire, et on se méprend en cachant l'alcool, parce que l'alcool est un facteur de cancérisation qui est très important. 7 formes de cancer sont liées à l'alcool, effectivement. Donc, très probablement, le cancer lié à l'alcool ne se limite pas simplement au cancer du foie. Et chez les alcooliques, on retrouve des cancers du poumon. Il y a une diminution de l'immunité qui fait qu'on trouve des cancers, beaucoup plus de cancers que chez la population qui ne boit pas d'alcool. Donc, même le verre de vin par jour n'est pas recommandable finalement. Donc, ça fait partie. Est-ce que Karen, vous faites attention à votre hygiène de vie aujourd'hui ? J'essaie, oui. Oui. C'est quelque chose auquel vous pensez vraiment quotidiennement ? Plus qu'avant. Oui, plus qu'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que vous ne faites pas, par exemple ? Je bois pas comme quand j'étais plus jeune et que je faisais peut-être un peu plus la fête. Maintenant, je me limite. Bon, de toute façon, j'aime pas trop ça, l'alcool, mais voilà. Mais oui, j'essaye de faire attention à ce que je mange, à ce que je fais. Et vous aussi, Sylvie ? Oui, absolument. Oui. Oui. Je fais attention dans l'alimentation au choix des aliments, à utiliser plutôt des aliments frais, de proximité. J'ai beaucoup diminué tout ce qui était conserve, tout ce qui était plat préparé, alors qu'avant j'étais moins sensible, je pense. On y réfléchit beaucoup après. J'imagine. Et à l'activité physique aussi, je pense que c'est quelque chose auquel on est sensibilisé et qui est important pendant, mais après aussi. Docteur Munoz, où est-ce qu'on en est alors des avancées médicales ? On parle beaucoup de la révolution de l'immunothérapie. Alors, il y a beaucoup d'avancées médicales. D'abord sur le diagnostic. Sur le diagnostic, aussi bien sur le diagnostic sanguin, mais surtout sur l'imagerie, qui permet un suivi très étroit, donc ça c'est important. Et puis sur les nouvelles thérapeutiques qui sont centrées sur l'oncogénétique, qui est très importante, non seulement pour la personne qui est touchée. Alors c'est quoi l'oncogénétique ? C'est la recherche de facteurs génétiques qui sont liés à certains cancers ou qui prédisposent à certains cancers. Donc ça, c'est important par rapport à la personne qui est touchée par le cancer, mais aussi par rapport à l'entourage familial. Ça veut dire qu'on évite que certains cancers se développent ?
Oui, en fait, on essaye de projeter un risque sur la survenue d'un cancer, mais ça permet aussi d'adapter les thérapeutiques, parce que certains cancers qui sont liés à la génétique sont sensibles à certains médicaments, d'autres pas. Donc ça permet de personnaliser les chimiothérapies qui vont être en place. Et est-ce que c'est dans le cadre de l'oncogénétique que, par exemple, certaines femmes se font enlever un sein ? On en a entendu un petit peu parler avec Angelina Jolie, etc., qui est très médiatique, effectivement. Et je crois que ça a été médiatisé par rapport à ça. Après, nuançons. Hein. Mais l'oncogénétique est très importante aujourd'hui. Après, vous me parliez de l'immunothérapie. Oui, ça, on a beaucoup d'espoir dans l'immunothérapie. Alors, c'est une alternative au traitement, c'est une alternative à la radiothérapie, à la chimiothérapie, à la chirurgie ? Pas du tout, c'est pas du tout. Je vais essayer de nuancer. C'est un autre type de traitement qui peut être proposé, mais là encore, dans des cas très ciblés. Hein. Tout le monde n'est pas accessible à l'immunothérapie. Hein. Il faut dire les choses clairement. Cela est évalué en fonction du type de cancer, de la génétique du cancer, et c'est quoi ? C'est aider l'effet des autres traitements. L'immunothérapie vient rarement en première intention. Et c'est quoi exactement ? C'est aider nos défenses immunitaires, c'est ça, sans détruire toutes les cellules comme peuvent le faire la chimio ou la radiothérapie ? Globalement, c'est ça. C'est stimuler, stimuler certaines cellules pour qu'elles aident à lutter contre le cancer. Alors, j'ai lu que c'était effectivement plutôt assez bien pour certains types de cancers, comme pour le cancer du poumon, du rein, pour la vessie, quelques cancers du sein, mais totalement inefficace, par exemple, pour le cancer du côlon. Vous confirmez ? Oui. Alors là, je suis moins spécialiste, donc j'aurai quelques difficultés à vous répondre avec certitude. Mais en tout cas, oui, ça ne peut pas être réservé à tous les types de cancers. Mais c'est un espoir de plus. Voilà. Comme il y a de nouvelles molécules également pour lesquelles on a beaucoup d'espoir. En sachant que ces nouvelles molécules, il faut parler clairement, ont des coûts exorbitants et il va falloir mesurer aussi les coûts. Pourquoi s'arrêter là aussi ? Alors vous touchez aussi du doigt quelque chose qui est important, c'est le côté financier. Il y a toujours un reste à payer souvent un reste à payer pour les patients. D'ailleurs, je crois que la Ligue vous accompagne aussi, vous aidez certaines personnes financièrement. Alors il y a des restes à charge. Pas sur les traitements qui sont liés au cancer, sur les traitements médicamenteux, il n'y a pas de reste à charge, puisque la Ligue fait partie des maladies qui sont prises en charge à 100%. Les cancers. Mais il y a des à côté. Il y a des à côté, des compléments alimentaires, des oligo-éléments, moi je pense éventuellement à la perte de cheveux et aux perruques. Jusqu'à il n'y a pas bien longtemps, l'assurance maladie remboursait 125 € sur une perruque. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est de la paille. Bon, ils se sont améliorés, donc il y a des restes à charge où il n'y a pas de prise en charge, par exemple, pour les personnes qui ont des gros bras. Et ça, c'est aussi très handicapant. Donc, pour les personnes, excusez-moi, pour les personnes qui ont des gros bras, c'est-à-dire après des interventions au niveau de cancer du sein, on peut avoir, comme on enlève des ganglions, on peut avoir des difficultés au retour de la lymphe. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle des lymphœdèmes qui ont besoin d'être traités. Et ça n'est pas pris en charge. Donc, il faut s'adresser aux organismes payeurs, mais c'est souvent les associations qui donnent le petit coup de pouce. Parfois, il faut aussi avancer les frais quand on est malade. Est-ce que vous avez eu des difficultés, vous, de cet ordre-là, Sylvie ? Pas par rapport au traitement. Moi, j'ai eu des difficultés plutôt professionnelles, puisque j'étais infirmière libérale, et que du jour au lendemain, effectivement, tout s'effondre un petit peu, et on continue à payer les charges, et à côté de ça, on n'a plus de rentrée. Et ça a été une vraie problématique pour moi, oui. Alors, effectivement, vous touchiez aussi du doigt, Dr Chatal, les problèmes peut-être en Creuse, un territoire peut-être un peu où les gens sont plus seuls, où il y a peut-être moins d'argent aussi. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez avec des patients qui ont des difficultés d'ordre financier, mais aussi peut-être d'accès aux soins. Là, il y a une vraie fracture territoriale. Oui, sûrement. C'est-à-dire, on a donc un seuil des gens qui sont sous le seuil de la pauvreté, qui sont plus de 10% aujourd'hui en Creuse. Donc, c'est vrai que
les gens qui sont fragiles au point de vue social et qui ont une maladie comme le cancer sont les plus vulnérables. C'est-à-dire, quand ils sont malades, c'est ces personnes-là qu'il faut aider en premier, parce que il faut aider tout le monde, mais ces personnes-là, il faut être très attentif à pouvoir les aider. Parfois, ils n'expriment pas de demande, mais il faut aller les solliciter pour pouvoir leur permettre de vivre dignement leur maladie et de pouvoir après c'est-à-dire se battre contre leur maladie après. Et par rapport à l'accès véritablement aux soins, on a l'impression qu'il y a une vraie disparité. Non, l'accès aux soins... Est-ce qu'en Creuse, clairement, on se fait aussi bien soigner aujourd'hui quand on a un cancer, n'importe quel cancer, qu'à Limoges, qu'à Bordeaux, qu'à Paris? Oui, normalement, aujourd'hui, tout citoyen sur le territoire français, depuis le plan cancer, le premier plan cancer, l'organisation qui a été faite, on a pratiquement... pour le deuxième recours, c'est-à-dire le même traitement qu'on peut avoir aujourd'hui à Guéret qu'on Creuse au niveau de la chimiothérapie. Mais à partir du moment où on a besoin de compléments, de thérapeutiques ciblés ou de traitements très particuliers, d'abord pour certains cancers aussi, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le troisième recours. Donc, où là, on peut effectivement aller plus loin, aller à Paris, à Bordeaux. Voilà. Même pour les gens qui habitent Limoges, c'est la même chose. On est parfois envoyé ailleurs pour des thérapeutiques. Et Karen, ça vous est arrivé? Vous étiez soigné, vous, à Limoges pour votre cancer du col de l'utérus. Oui. Est-ce que vous avez eu tous les soins à Limoges ou pas? J'ai eu une séance de curithérapie à Toulouse. D'accord. Voilà. Donc une séance unique, mais qui a pris toute la journée, en fait. Parce qu'il faut 3h30 pour y aller, 3 heures aller, 3 heures retour. Et on comprend la difficulté et la fatigue qui peuvent être générées. Et vous, Sylvie, est-ce que vous avez été soignée à Limoges? Oui, moi j'ai été soignée complètement à Limoges, oui. D'accord. Alors, on va passer maintenant aussi à l'après-cancer et aux difficultés que peuvent rencontrer les malades. Beaucoup d'associations prennent en charge effectivement les personnes touchées par un cancer, mais on parle encore un peu moins, même si on en parle un peu plus, de cet après-cancer. Ça peut être une période très compliquée pour les anciens malades. Vous vous en êtes rendu compte, vous, Sylvie, puisque vous avez créé l'association Phoenix Attitude. Je vous propose de regarder ce reportage sur Phoenix Attitude, donc à Limoges, reportage de Caroline Huette et Valérie Agut. On inspire. On souffle. Des exercices pour prendre un nouveau souffle. Après avoir vaincu la maladie il y a 6 mois, Nadine s'est mise à la gymnastique. C'est un bien-être pour moi. Pour moi, je suis plus souple. Des mouvements adaptés à chacun dans un esprit d'entraide et de partage. Le fait d'être en groupe et d'être dans une structure comme ça aide vraiment les gens à aller bien, à avoir envie de faire bien et pas de se dire qu'ils vont être regardés, jugés. Voilà, on est bien. Le bien-être passe aussi par des instants de soins individuels. Le but, c'est vraiment de leur amener un soulagement, de se réconcilier aussi avec leur corps, de voir les choses différemment et plus positivement en tout cas. La réflexologie, entre autres, les cours de gym, l'esthétique, etc., sont des soins onéreux mis bout à bout. C'est parce que ça coûte 5 € ici que beaucoup d'entre nous peuvent se soigner autrement. Et ça, c'est formidable. Se reconstruire physiquement, émotionnellement, mais aussi socialement. Ici, l'heure du goûter, c'est surtout un temps d'écoute et de réconfort. On le voit ici, il y a une dynamique qui est en train de se créer. On se sent moins seul à la sortie de la maladie. C'est sortir de l'isolement. C'est aussi sortir du statut de malade. On ne vient pas ici pour pleurer sur son sort. On vient pour être ensemble, pour avoir des moments de convivialité, de joie. La toute récente structure est en ce moment à la recherche de nouveaux adhérents, motivés par le même objectif, prendre soin les uns des autres. Après le cancer, le combat continue. Alors, quelques chiffres intéressants. 63% des patients qui ont souffert d'un cancer estiment l'après-maladie comme plus difficile à vivre que la période des traitements. C'est parlant. 13% des patients considèrent même que le cancer a détruit leur vie. Sylvie, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et c'est ce qui vous a effectivement fait penser à créer cette association Phoenix Attitude.
Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est la rupture à la fin des traitements. C'est-à-dire qu'on a vécu une longue période où tout était rythmé par les rendez-vous, les traitements, les consultations, les examens. Et puis d'un seul coup, on nous annonce plutôt une bonne nouvelle dans votre cas. Vous êtes en rémission et vous revenez dans 3 mois. Et il y a une espèce de rupture et on se dit, ben oui, je reprends ma vie, mais je la reprends par quel bout, comment ? Je suis amaigrie, je me reconnais pas dans la glace, moi en l'occurrence, je suis fatiguée. Voilà, par quoi je commence. Et donc à ce moment-là, moi, c'est vrai que j'ai cherché un petit peu de l'aide autour de moi. Moi, j'ai eu recours à une association qui organisait des séjours à la montagne et je suis partie une semaine. Dans le Vercors, c'est ça ? Voilà, dans le Vercors. J'ai fait beaucoup d'activités. Il y avait des soins de support et on a fini par de l'escalade à main nue sur les parois du Vercors. Par rapport à la confiance en soi. Ça, c'est bien, oui. Voilà. Et en rentrant, je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut, mais à proximité et sur une période un petit peu plus longue qu'une semaine, parce qu'effectivement, il y a aussi tous les effets secondaires liés au traitement. Donc, il y a de la fatigue. Il y a la fatigue, c'est physique, mais c'est aussi psychologique, c'est aussi socio-professionnel pour beaucoup. La reprise du travail, c'est pas si simple. Alors, vous étiez infirmière libérale, vous nous disiez, donc comment vous avez fait ? Moi, j'ai pas pu reprendre mon activité d'infirmière libérale parce que j'ai des effets secondaires de la chimiothérapie qui ne me permettent pas de tenir toute une journée comme ça. Et donc là, actuellement, moi, je fais quelques remplacements d'infirmière dans une structure, mais c'est compliqué. Et comment on fait dans ces cas-là ? On est accompagné quand même par des structures, financièrement aussi ? Alors, en libéral, non, pas tellement. Pas tellement, justement. Le problème du libéral, c'est qu'il n'y a pas de structure. On est le système est même très mal connu des services sociaux auxquels on s'adresse. Et on tâtonne, on frappe aux portes, on essaye de se débrouiller, mais c'est compliqué. Et vous, Karen, qu'est-ce que vous avez vécu après l'annonce, évidemment, qui doit être merveilleuse à entendre, vous êtes en rémission, ça n'a pas été non plus très simple pour vous ? Non, je vous rejoins sur le fait que c'est difficile de retrouver sa place quand on a une vie, un moment de vie rythmé par les traitements, les rendez-vous médicaux, et puis d'un seul coup, vraiment, on ne sait plus quoi faire. Pour ma part, j'ai repris, j'étais en arrêt total pendant mes traitements, et puis j'ai repris directement à temps plein. J'étais à l'époque vendeuse en téléphonie mobile. Donc, compliqué, parce qu'on a des problèmes de concentration, de fatigabilité, c'est de mémoire même, tout simplement. Donc, c'était un peu difficile. J'avais envie, vraiment, quand on a une époque comme ça, où on n'a rien fait, on a envie de reprendre tout de suite notre vie d'avant. Mais c'est vrai que on a envie de se dire, je suis capable d'eux, mais en même temps, il faut faire attention. C'est compliqué. Et surtout que j'ai eu des aléas thérapeutiques et un problème à la hanche. Donc, pour moi, il y a eu vraiment rupture avec le monde professionnel, puisque j'ai été licenciée pour inaptitude médicale en 2012. Alors après, comment on se reconstruit dans la vie professionnelle déjà ? Comment vous avez fait ? Je passais de tout en bas et après je me suis remotivée et je me suis dit c'est peut-être le moment de reprendre mes études. J'avais qu'un bac à l'époque. Et donc j'ai repris mes études, un BTS en alternance, dans un service RH à la SNCF. Donc ressources humaines, effectivement. Ressources humaines, ça m'a bien plu. J'ai continué ensuite à travailler dans un cabinet de conseil en région parisienne, justement où on accompagnait les malades et les aidants aussi, dans le monde professionnel aussi. Et je suis revenue ensuite sur Limoges et j'ai repris encore mes études après une autre période de maladie, une réopération, etc. Donc là, en fait, j'ai eu un bac +3, alors que quand j'étais malade, j'avais qu'un bac. Donc pour moi, si je fais le bilan, j'ai gagné ça, voilà, je me suis... Donc il y a du positif à retirer en tout cas de cette épreuve. Et je voudrais, parce qu'on on voit quelques images de vous, on avait fait un reportage il y a quelques mois. Ce qui est intéressant, c'est que lors de ce reportage, vos enseignants, quand vous étiez en alternance, et puis la personne, la responsable des ressources humaines de la SNCF, disait de vous que vous aviez acquis de l'empathie, de la sensibilité, et du coup vous allez vers plus de qualité dans votre domaine, les ressources humaines. Voilà, c'est que du positif finalement. Vous avez réussi à tirer quelque chose d'extrêmement positif de votre expérience. On perd beaucoup de choses pendant cette épreuve. Il y a des choses dont on doit faire le deuil, c'est clair. Mais il y a du positif. Moi, j'ai gagné justement certaines qualités qui me sont utiles dans le milieu professionnel et puis bien sûr dans le cadre privé. Voilà. Madame Munoz, la Ligue aussi s'est emparée de cet après-cancer dans les aides que vous mettez à disposition aux personnes qui ont été touchées par le cancer.
Oui, puisqu'on propose tous ces soins de support dont on a parlé, mais on va aussi, en tout cas sur les 3 départements et pour la Haute-Vienne depuis 2014, on accompagne sur le projet professionnel. Si vous vouliez que je parle de cela, avec 2 versants. Un versant sensibilisation des employeurs, parce qu'effectivement, quand on revient sur un poste, personne se rend compte qu'on a un cancer, qu'on a des difficultés. Qu'on a eu un cancer. Qu'on a eu un cancer, qu'on a des difficultés. Alors souvent, on vous placardise ou on vous licencie pour inaptitude. Donc ce qui est important, c'est de sensibiliser l'employeur, de le sensibiliser aussi sur la prévention. Et le deuxième volet, c'est le volet accompagnement individuel, ce qu'on fait depuis 2015 sur des ateliers de retour à l'emploi et des ateliers individuels de coaching, puisqu'on a un chargé de mission spécifique sur cette thématique. On est parmi les premiers comités à avoir mis en place ce dispositif. Et je dois dire qu'on a eu une écoute et puis un accompagnement de toutes les entreprises de la Haute-Vienne qui est impressionnant. Il y a même une charte, c'est ça, qui a été mise en place avec les entreprises. Il y a une charte qui a été signée qui concerne les 3 départements, la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, qui a été signée au conseil départemental. Et on a aujourd'hui de nombreux employeurs, qu'ils soient privés ou publics, qui adhèrent à cette charte par rapport à la réinsertion professionnelle des personnes. Alors, la réinsertion, c'est bien, mais en revanche, il y a quand même peut-être certains métiers qu'on ne peut plus faire quand on a eu certains types de cancers. Bien sûr, mais ça permet aussi, cet accompagnement, de réorienter les personnes, de voir quels peuvent être leurs projets professionnels, soit au sein de l'entreprise antérieure, soit sur une autre entreprise. Alors, je vous propose tout de suite de regarder un dernier reportage. C'est une rencontre, celle de Philippe Gélina. C'est un restaurateur à Saint-Fiel dans la Creuse. Il a vaincu, lui, 2 cancers, mais après la maladie, il a rencontré des difficultés pour relancer son restaurant, tout simplement parce que les banques ne le suivent plus. C'est un reportage qui date de décembre dernier, mais qu'on a jugé vraiment intéressant de rediffuser donc, aujourd'hui. Regardez, c'est un reportage de Lola Baudin-Adriaco et Mathieu Daigremont. Après un long combat contre la maladie, Philippe Gélina est déterminé à rouvrir les portes de son restaurant familial à Saint-Fiel. Il a été contraint de fermer l'établissement en 2015, mais depuis sa rémission, ses 700 € de pension d'invalidité ne suffisent plus. Aujourd'hui, je veux travailler parce que je suis en pension d'invalidité totale par le RSI, qui est une pension très minime, et aujourd'hui, je n'arrive plus à vivre. Donc aujourd'hui, je veux retravailler, je suis dans la capacité de travailler, je me sens capable de me lever le matin pour travailler et de redonner plaisir au restaurant et aux clients. Seulement, il lui manque 20 000 € pour relancer son activité et aucune banque ne lui a accordé de prêt. L'ensemble des crédits dépendait d'un apport de 5 000 € avancé par l'association Initiative Creuse. Une avance qui lui a été finalement refusée. J'aurais eu les 10 000, les 5 000 de l'Initiative Creuse et les 5 000 de la BGE, qui est la GFIP, je partais tranquille et sans problème. L'organisme n'a pas souhaité s'expliquer face caméra, mais a jugé le dossier de Philippe Gélina trop risqué compte tenu de son état de santé et de l'instabilité de son business plan. Le restaurateur ne comprend pas, l'établissement est aux normes, vaisselle, chaises et tables, tout est en place, à quelques détails près. Donc la cuisine, elle est prête à accueillir tous les clients possibles et puis le réveillon, tout ça. Là, on passe dans l'arrière-cuisine, où j'ai la chambre froide qui a besoin d'avoir le moteur de changer. Tant pis pour l'accumulation des dettes, Philippe veut reprendre le travail. Il réouvrira son restaurant pour les fêtes de fin d'année. Alors c'est un reportage qu'on avait diffusé en décembre 2018. On l'a recontacté récemment, Philippe. Il a réouvert donc effectivement son restaurant grâce à une aide d'Initiative Creuse, mais il n'a effectivement pas eu de prêt bancaire. C'est un peu ce qu'on appelle la double peine, Marguerite Munoz. Oui, c'est la double peine. Non seulement on a la maladie, on a une perte matérielle, mais en plus, les assurances ne vous couvrent pas ou vous couvrent avec une surprime. Oui. Qui est parfois très importante. Alors c'est vrai qu'il y a eu des progrès. Oui, parce que normalement, depuis janvier 2016, il y a le droit à l'oubli des dossiers médicaux, on en parle. Oui, mais qui ne remonte pas suffisamment loin. Je veux dire, donc il y a quand même cette surprime qui n'est pas exagérée comme elle l'était il y a 15 ans ou 20 ans, mais qui est toujours là. Je voudrais dire qu'elle est là aussi pour certaines maladies chroniques.
pour les insuffisants respiratoires, les insuffisants rénaux, les diabétiques. C'est aussi une double peine qui existe pour ce type d'affection. Mais c'est vrai que ça a été très médiatisé en 2016. La démarche, à notre avis, et c'est un des combats sociétaux de la Ligue, n'est pas suffisante aujourd'hui. Il y a encore des progrès à faire. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse sur vous, Karen ? Moi, pour l'instant, j'ai pas encore acheté. C'est un projet qui a été repoussé, du coup, comme professionnellement, j'ai pas encore une situation stable, et ça depuis 10 ans, du coup. Mais normalement, si vous êtes guéri depuis 10 ans, c'est ça, le dossier médical devrait ne plus faire mention de votre cancer. J'espère ne pas rencontrer de soucis quand ce sera le moment. Voilà. Sinon, on vous accompagnera. Exactement. Voilà. Normalement, non, parce que effectivement, le problème de la maladie cancéreuse, parfois, on guérit, comme toi, et puis parfois, on est en rémission. Et c'est dans ce cadre-là de la rémission que la loi est importante, parce qu'au-delà de 5 ans, en principe, on a droit à l'oubli. Donc, c'est vrai, c'est dans ce cadre-là que si on a besoin d'un prêt bancaire, il faut qu'il y ait des facilités à l'avoir. Il faut toujours, pour vous là qui travaillez dans des associations, à la Ligue contre le cancer, c'est toujours aussi important de communiquer sur le cancer, sensibiliser les gens à la recherche notamment. Je crois que c'est fondamental d'encourager, et comme le dit, on voit beaucoup M. Axel Kahn, le président de la Ligue, mais c'est important de communiquer. Il y a beaucoup d'actions quand même. Sur les progrès. Il y a des actions, alors il y a Octobre Rose notamment, chaque année. Il y a Mars Bleu. Mars Bleu, là on voit c'était les foulées roses du Populaire à Limoges. Il y a suffisamment d'actions d'ailleurs. On en demande toujours plus et on voit qu'il y a une mobilisation extraordinaire, et moi ce que j'ai envie de dire c'est que le territoire limousin est un territoire solidaire parce qu'on a tout type de population qui se mobilise contre le cancer pour nous aider à mener ce combat. Donc c'est d'autres associations qui nous aident, c'est des individus, c'est des entreprises, et puis c'est les chercheurs. Et on est là pour encourager les chercheurs de notre région, et on est là pour défendre l'université et les travaux très brillants des chercheurs. Il y a beaucoup d'essais cliniques au CHU d'ailleurs. Il y a des essais cliniques et il y a aussi beaucoup de recherches fondamentales qui avancent. Ils sont reconnus de façon internationale, et c'est pour ça que les 3 comités de l'ex-Limousin, on va dire, soutiennent de façon toujours très, très fidèle les chercheurs de l'Université de Limoges. En quelques mots, vous voulez aussi annoncer une action assez atypique, c'est le dîner des chefs. Oui. Alors, c'est le 4e dîner des chefs qui a lieu salle Auguste-Auritum le 23 février. Il y a encore quelques places. Voilà. C'est un don qu'on fait à la Ligue qui est défiscalisé, et les chefs vous offrent un repas gastronomique extraordinaire. Avec une mobilisation de tout le monde, de l'entreprise, de la bonne cuisine, de la gourmandise et puis du spectacle. Donc c'est une soirée très conviviale, et les bénéfices reviennent aux chercheurs de l'Université de Limoges dans l'intégralité. Merci beaucoup. À noter donc le 23 février. Le mot de la fin peut-être, Karen. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message à quelqu'un qui serait touché par le cancer aujourd'hui ? Qu'il faut libérer la parole, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parle, qu'il communique et qu'il aille chercher l'aide dont il a besoin, là où il se trouve. Donc, parce qu'il y a des aides. Ou les associations. Et voilà, il y a des aides qui existent. Il ne faut pas hésiter à aller chercher cette aide-là. Et Sylvie, pareil, un petit mot pour finir. J'irai dans le même sens, effectivement, surtout ne pas rester seul. Je pense que ça, c'est important, qu'il y a la famille, mais qu'il y a des ressources aussi à l'extérieur de la famille, et qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter et à sortir de l'isolement, parce que pour beaucoup de personnes, c'est encore le cancer est encore synonyme d'isolement, et l'après-cancer aussi. Voilà, le cancer et l'après-cancer. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus témoigner autour de cette table. Bien sûr, vous retrouvez les informations sur les associations sur notre site internet. Vous pourrez aussi évidemment revoir cette émission. Merci à tous, merci à tous ceux qui ont œuvré pour cette émission en plateau et en régie. Et un merci particulier à Alexandra Filliot. Allez, à bientôt. Bonne soirée.